Bonne nouvelle, grand comédien. Une émission de Patrice Galbaud avec Maria Cazares. Patrice Galbaud m'a demandé de choisir 2 nouvelles. J'ai pensé à Barbé d'Aurevilly, à Carlos Fuentes, puis à Gelderode et à Cortázar. J'ai un peu choisi au hasard du moment, très pressé par le temps et dans beaucoup de désordre. Bien entendu, j'ai choisi ce que j'aime. Mais j'ai été la première surprise d'avoir arrêté mon choix sur 2 textes où les principaux thèmes sont la peur et puis une certaine notion du temps. Voici une de 2 nouvelles. Brouillard, Gelderode. C'est un fait assez commun qu'on s'entende inopinément et distinctement appelé par son nom. Qui de nous n'a pas éprouvé un saisissement de cet ordre, en s'entendant nommer, alors qu'il se trouvait seul, et en tout cas éloigné des gens qui l'eussent pu interpeller. Ce fait, assez commun, je le répète, m'arriva fréquemment. Dans mon enfance, je tressaillais chaque jour à l'appel d'une voix à la fois lointaine et proche. Lointaine parce qu'elle venait des confins du monde réel, proche parce qu'elle articulait mon nom dans mon propre silence. Et cela de manière inopinée, toujours, et très distinctement. Aujourd'hui, ce fait se produit encore, bien que plus rarement. La chose vient même de m'arriver, et dans des circonstances rien de moins que curieuses, que je veux relater cette fois, mais telle est mon humeur que je ne puis tout de suite en commencer le récit, préférant m'expliquer plus nettement. C'était en décembre dernier, à l'heure équivoque où mon faubourg s'illumine de tous ses feux, la brève journée pas encore échue. Le sol était luisant, sur quoi les passants glissaient comme sur des miroirs graisseux, doublés de leur ombre. Et la douceur inhabituelle de la température, en ce début d'hiver, incitait la foule à la flânerie. En revenant de mon bureau, j'étais accoutumé, avant de m'enfermer dans mon logis austère, de me perdre dans cette foule vespérale et de me laisser déporter dans sa lente coulée, le long des vitrines incendiées et sous les cataractes lumineuses des enseignes commerciales. C'était bien en décembre, comme l'indiquaient certaines rumeurs de fête. On le voyait aux enfants nombreux que des parents excédés traînaient vers les étalages ou tenaient levés au-dessus d'une mer de têtes pour qu'ils pussent s'apercevoir un automate affublé de vêtements liturgiques et barbé d'ouates représentant le vieux Saint-Nicolas. Je fus vite incommodé par la bousculade et me dégageant, je suivis le milieu de la chaussée qui traverse mon faubourg. Respirant à l'aise, je repris mon pas de promeneur, m'étonnant de la douceur de l'air, un air immobile et chargé de brume qui annonçait quelques variations météoriques. En effet, j'atteignais à peine l'endroit où la chaussée s'élargit pour former la place communale que je me trouvais engagé dans le brouillard, que je n'avais pas vu venir à ma rencontre. Le brouillard. Quel hypocrite, maléfique compagnon de route. Ceux qui vont dans le brouillard ont souvent l'impression de circuler dans un songe. Et c'est ce que devaient ressentir les funambulesques passants que je croisais.
Pour moi, j'éprouvais plutôt la sensation d'avancer dans l'eau, ou tout au moins sur un terrain en état de liquéfaction. Les réverbères avaient des clignotements de bouées. Il me semblait que je longeais une rade sur des trottoirs de quais entourés de vides dangereux, d'eau cachée et de murs à pic à chaque tournant. Cette bizarre imagination de me trouver dans une zone maritime prit aussitôt tournure d'hallucination, car je voyais poindre les feux de position d'un navire, amarré quelque part, un feu rouge et un feu vert. Allais-je tomber sur quelque partance et pouvoir gagner la mer dont je souffre chaque jour d'être séparé par des plaines et des villes? Cette idée ne me parut pas du tout baroque, et j'eusse embarqué sans plus de réflexion, afin d'échapper à l'emprise des brumes. Mais déjà me quittait l'illusion, les feux du navire n'étant rien d'autre, à présent que je les voyais tout près, que deux bocaux éclairants dans la vitrine d'une pharmacie. Je la connaissais depuis toujours, cette officine et ces bocaux de couleur qui s'allument à la nuit, signaux doux à l'humanité écrotante. Non, aucun navire n'accosterait jamais aux façades de la rue Champ des Tulipes, canal à sec, où rien n'existait que ces deux fanaux tutélaires. Une odeur attristante s'échappait par la porte de la pharmacie, et l'éther sulfurique chassa de mon cerveau la bonne senteur goudronnée des quais et des carènes, un instant évoquée. Ce parfum de misère s'additionna à la puanteur du brouillard, acheva de m'indisposer contre la création entière et ma propre personne. Il me pressait de sortir de cette asphyxie et de retrouver ma chambre. Cette chambre unique où je pouvais ignorer la détresse universelle. Ce phare éteint où je vivais au-dessus de toute chose et du temps. Chargé du poids des terrestres nuées, je me précipitai dans le dernier tronçon de la rue. Je n'avais pas couru 3 mètres que je m'arrêtais, les jambes cinglées. On m'avait appelé. Mon nom, sans erreur possible, venait de retentir dans l'espace. Je scrutais les opacités mouvantes qui m'enveloppaient. Personne de visible. Pas un passant, ni l'ombre d'un passant. Pas un chien. Je frottais mes oreilles humides et je repris ma course. On me héla de nouveau. Virant sur mes talons, je fis face à cette voix formelle et qui ne résonnait pas que dans ma tête. Cette fois encore, je ne vis personne, ni même, aussi loin que mon regard pouvait sonder les vapeurs, l'annonce d'une personne, l'ébauche. Bon, fis-je, j'ai l'habitude de ces voix inopportunes. Cette voix n'appartient pas à un homme, ni à une femme, et n'est pas une voix humaine. Je n'ai pas à m'inquiéter de cet appel. En vérité, quelle bouche me hélait en ce moment, et pourquoi? Je ne dois de compte ni d'explication à quiconque. Je n'ai pas d'amis dans cette ville. D'ailleurs, aucune voix n'eût trouvé à se répercuter dans cette masse nuageuse. Aucun appel n'eût porté au-delà des lèvres émissives, et les bouches humaines ne pouvaient que ressembler à celles des poissons, spasmodiquement silencieuses. Toutefois, j'éprouvais un scrupule et je ralentis le pas. Je m'arrêtai même. Mon nom ne retentissait plus. J'allais mon chemin d'un pas que j'aurais voulu rapide. Mais le brouillard s'épaississait encore, au point qu'il me fallait avancer prudemment dans l'appréhension d'un accident. On n'y voyait plus. Seul, je l'étais si parfaitement que j'avais retrouvé mon sang-froid et oublié la voix inquiétante.
Et ma confiance fut de courte durée. Je n'étais pas seul. La crainte me saisit de nouveau. Que j'arriverais jusqu'à ma demeure, je n'en doutais plus. Mais je craignais de n'y pas arriver seul. Quelqu'un me suivait. Le brouillard était-il devenu un personnage à qui déjà j'avais prêté une voix? Quelqu'un me suivait, et ma crainte augmentait à chaque pas, se transformant en peur. Et cette peur ne venait pas de ce que je me sentais suivie, mais de l'être par quelqu'un qu'il m'était impossible de voir. Un être inexistant et tyranniquement présent, comme le brouillard même, dont j'entendais seulement les pas doublant les miens et ne connaissais que l'inidentifiable voix. J'eus beau me dire que de pareils êtres n'étaient que fantasmes et n'existaient qu'en fonction du brouillard, je dus me rendre à l'évidence. On me suivait à la piste. À plusieurs reprises, je fis brusquement volte-face, afin de démasquer ce fantôme ou ce malfaiteur, car ce pouvait aussi bien être une escarpe dont le brouillard favorisait les dessins. Mais l'évidence était telle, il n'y avait personne. Il n'existait que moi dans cette ténèbre blafarde à stries jaunâtres. J'étais à présent dans mes parages. On me suivait toujours. Je l'entendais bien. Ma respiration devenait haletante. Des souffles chauds me passaient dans la nuque. Et je ne pensais pas, à cet instant, que ce pouvait être la fièvre allumée en moi par cette course absurde. Malade ou pas, il était urgent que je me misse à l'abri, car les pas du poursuivant claquaient plus près des miens toujours. Enfin, je m'affalai, à bout de force, contre la massive porte qui défend ma demeure. Mais avant de me précipiter dans le couloir, je cherchais du regard l'agresseur qui allait surgir en retard. Oui, avant de jeter la lourde porte à la face du brouillard et de celui dont il était le complice, je voulais savoir quel aspect pouvait avoir l'objet de ma terreur. Personne n'arrivait, et les pas clapotaient, très proches, pas d'ivrogne, irrégulier, rendant le bruit connu d'une langue de chien lapant de l'eau. En un éclair mental, l'image d'une bête s'imposa. N'avais-je pas été pris en chasse par un grand chien obstiné? Comme je me posais la question, une ombre accourait le long des façades dans un élan désespéré. C'était cela, une bête et non pas un homme. Ou alors un compromis entre la bête et l'homme. Je n'en voulus savoir davantage, et sautant à l'intérieur, je rejetai avec force la lourde et sombre porte dont le choc propagea un tonnerre à travers ma demeure. J'étais sauf quant à mon corps. Mon visage et mes mains flambaient. J'attendis que ma respiration reprît son rythme normal, que s'apaisa le sifflement de mes bronches. Alors, j'écoutai, collé contre la porte. Mais un homme ou un animal eussent haleté, ou gémi, ou vociféré de l'autre côté, que je n'en aurais rien perçu, tant cette porte était épaisse. Non moins qu'une porte de couvent. Et qu'un homme furieux ou une bête déchaînée se fussent acharnés contre cet obstacle, que m'importait encore. Ce qui porta mon angoisse à son comble et me fit frissonner fut le silence énorme dans lequel j'étais subitement tombé. C'est à cause de ce silence que j'entendis une voix, la voix qui m'appelait, pour la 3e fois. Elle grinça sous la porte, peut-être, en tombant de la voûte, je ne sais plus, déchirante et comme expirante. Si singulière était-elle que je crus entendre la plainte d'un enfant
quelque part, à l'étage, nulle part, ou sans doute en moi-même. Et une main de glace glissait sur mon échine, en feu. C'est que, cette fois, je la reconnaissais, cette voix, et savais enfin de quelle bouche elle jaillissait. Elle n'était ni d'un enfant, ni d'un vieillard, ni d'une femme, ni d'un homme, ni de personne, ni de rien de vivant. Elle était la voix d'un être disparu depuis 20 ans, formellement mort, et dont seul ici-bas je pouvais affirmer qu'il était mort. Et à quel point? Ainsi un mort m'interpellait. Sachant cela, mon angoisse se dissipa pour faire place à une irritation qui m'embrasa tout entier. Je perdis apparemment toute raison puisque je me surpris à crier, comme on crie dans les cauchemars et non ailleurs, en réponse à cet appel d'outre la vie. « Allez-vous-en! Allez-vous-en » Toutefois, ils ne troublèrent guère le silence, ces mots que j'avais dû balbutier seulement alors que je croyais les hurler. Non, ces mots ne furent pas exprimés par mes lèvres et ne devinrent pas des sons. Néanmoins, d'imaginer que je les avais proférés avec cette violence m'avait soulagé et rendu à ma conscience normale. Tel un malade délivré après avoir craché une mauvaise bave, je me tins au mur et je gagnai mon appartement. L'obscurité régnait dans les chambres et non moins intensément dans mon âme défaite. Tombant sur mon lit, je me rendis compte d'avoir livré un effrayant combat, mais dont je ne revenais pas en vaincu. La nuit, toute l'interminable nuit, mon corps resta pesamment gésir où il était tombé. La fièvre me grillait doucement et j'avais en moi, couvant un feu de cendre. J'expiais. Le brouillard m'infligeait ses fébricités, mais ma connaissance de ces états morbides faisait que je ne m'inquiétais pas outre mesure de ma funeste condition. Patient, j'attendis l'aube, côtoyant le sommeil et avançant avec les heures en marge de ces précipices. Loin derrière moi restait le brouillard et les voix, et plus loin encore, les souvenirs que ces voix ramenaient des grands fonds du passé. La fièvre consumait tout dans sa fervente combustion, et je me surprenais à soupirer, gardant les yeux ouverts. Sans déplaisir, je vis enfin les obscurités de ma chambre se colorer faiblement, comme si l'aube se fût infiltrée. C'était mieux que le crépuscule du matin, cette aube ne se levant que sous mes paupières chaudes. J'étais le témoin d'une vision. L'espace qui s'érigeait devant moi semblait de verre, se colorait des reflets rouges et verts de lampes cachées en perpétuel mouvement. L'atmosphère s'était tempérée, traversée pourtant de bouffées fraîchissantes. Cet espace translucide, ce vitrail, m'émerveillait par ses éclats de rubis et d'émeraude. Précieux, m'entendis-je murmurer, une fenêtre du ciel. Je ne ressentais aucune crainte d'avoir quitté le monde inférieur, la fièvre m'ayant accordé le privilège de penser hors de mon corps. Et je regardais l'infini, dans une joie d'enfant attendant l'opération d'une lanterne magique. Ce que je pus voir acheva de me ravir, le vitrail s'assombrit, et sur sa face miroitante se révélèrent des bouches, rien que des bouches d'un dessin parfait. Des lèvres s'entr'ouvraient, sur des dentures diamantées, des bouches d'or, pulpeuses. Innombrables étaient ces bouches mouvantes,
car elle parlait lentement, avec solennité. Et comme elle semblait aussi bien ébaucher des baisers, je pensais qu'elle parlait amoureusement. Mais je ne pouvais rien entendre de leur discours, et sans doute parlait-elle au bout des âges. Des bouches d'archange, imaginai-je. Combien de temps dura ce spectacle suprême? Je ne le saurais dire. Ayant parlé longtemps, les bouches s'effacèrent peu à peu, et leur disparition me laissa dans une tristesse sans nom, faite du regret de n'avoir pas vu les visages qui complétaient ces bouches, et de n'avoir rien entendu ni deviné de leurs confidences, ainsi que du désir inexaucé de ne pouvoir jouir éternellement de leur contemplation. Quand l'infini se fut éteint, je ne fis aucun effort pour tenter de vérifier si j'étais en sommeil, acceptant avec simplicité cet événement surnaturel. Que m'importait de rêver en ces moments ou d'éprouver une authentique extase? Ma pensée se concentrait en une question capitale. Ces bouches me faisaient-elles part d'une nouvelle qu'il ne m'était pas encore permis de comprendre? L'idée me vint qu'elle me divulguait la mort d'un archange, d'un de leurs, ou de quelque créature suave à qui j'eusse été séculairement apparenté. Durant ce répit, je fis maintes suppositions de cet ordre, et d'autant plus aisément que je n'avais pas à compter avec ma raison coutumière. Hélas, toute extase a son renversement. La grâce me quittait, et je me sentis en danger. Des lumières fusèrent, venues du bas cette fois et montant sur les murailles, grossière réverbérance de foires nocturnes, éclairant d'opaques fumées rouges et vertes. Ce que je vis ne pouvait être que l'invention d'un délire. Des bouches, encore, à ras du sol, étendues vers moi. J'étais cerné par une monstrueuse multitude dont ne se voyaient que les bouches. Oh, d'abjectes muqueuses, salivant et bavant, déglutinant des paroles que je pressentais infâmes et que je me félicitais de ne pas entendre. De pareilles bouches ne s'évoquent qu'en des confessionnaux où s'articulent des paroles sacrilèges, croyez-moi. Les vénéneux serments qu'il me fallait subir. Que pouvaient compter ces lèvres batraciennes, ces abominables poissons? Que pouvaient divulguer ces ventouses, sinon la naissance d'un des leurs, d'un démon? L'image de l'enfer voisin, sur lequel j'étais cataleptiquement suspendu, me galvanisa brusquement. Me rejetant dans mon corps, dont j'étais psychiquement sorti, je me retrouvais en possession de mon advertence. Heureusement. Et je vis poindre l'aube. J'étais délivré, et non seulement de cette hallucination, mais de ma fièvre aussi, comme je sus que la terre était délivrée elle-même du brouillard. Découvrant un ciel clair et froid, vitrifié par le gel, j'ai chassé, en m'essuyant le front, la multiple vision buccale. Mais avant de la jeter dans le néant où se jettent les songes, je trouvai en conclusion que les bouches pures et les bouches impures m'avaient vraisemblablement entretenu d'un même être ou d'une même chose.
Quelques jours passèrent en pleine tranquillité. Mon faubourg avait retrouvé sa sonorité hiémale. Un matin, je tombais nez à nez avec un personnage falot qui savait toujours toutes les nouvelles, comme un concierge ou un gazetier. À ma vue, le bonhomme prit un air de sacristain et s'empara de mes mains. « Savez-vous qui vient de mourir? Il était votre ami, n'est-ce pas? Ou l'ai-je rêvé ?» J'exprimai ma tristesse, comme on fait toujours en pareil cas. Mais j'ajoutais que je n'ignorais pas cette disparition d'un visage connu en ayant été averti. Et je m'émorais les bouches. Je comprenais maintenant que ces bouches récitaient quelque office funèbre, priant sur le mode céleste ou infernal, et m'invitant sans doute à faire comme elle, en une minute unique. Je restais perplexe d'apprendre la mort d'un mort, d'un être dont j'avais décidé voici 20 ans révolus qu'il n'existerait plus, et qui fut absolument mort pour moi, par l'effet d'une constante volition. Son apparence humaine, je la rencontrais fréquemment. C'était bien un mort qui marchait et que je contournais sans colère ni dégoût, un inconnu, bien que j'eusse eu à me garder de ses gestes de menace ou puis encore de sa muette supplication. Jamais je ne faillis dans ma résolution. Il venait de mourir une seconde fois, sans que j'en éprouvasse un sentiment quelconque, fût-ce même de soulagement. Que m'importait cette mort effective après sa mort morale si dramatique et dont je souffris en ce temps-là au point d'en manquer mourir aussi. Qui était cet homme? Qu'on se contente de savoir qu'en l'effaçant du nombre des vivants, je lui pardonnais en cette vie et dans toute autre, comme la sublime charité l'ordonne. Est-il une forme plus parfaite d'oubli, au-delà de l'amour et de la haine? C'était Bonne Nouvelle, Grand Comédien, une émission de Patrice Galbaud. Maria Cazares disait un texte de Michel de Gelderode, Brouillard. Réalisation Bronislav Horowitz, première diffusion sur France Culture le 16 mars 1971. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr.